Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Bienvenue à Francophone. Mon nom est Mathieu Desgroseilliers, je suis pharmacien certifié en soins critiques. Je travaille à l'hôpital Honoré-Mercier du 6 Montérégie-Est. Je travaille en soins critiques, aux soins intensifs, à l'urgence ainsi qu'en réanimation. Donc aujourd'hui, on va parler de mobilisation. J'ai avec moi M. Grégoire Marois, qui est physiothérapeute. Bonjour Greg. Bonjour, je me présente. Dans le fond, je suis physiothérapeute aux soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis 8 ans. J'ai complété une maîtrise l'été passé sur la sécurité des mobilisations aux soins intensifs. Fait que là, on va parler de mobilisation qui fait d'ailleurs partie d'une des recommandations des lignes directrices de 2018 de la Société de Critical Care Medicine, le PADIS, qu'on pourrait gentiment surnommer. Mais au pratico-pratique, c'est quoi la mobilisation aux soins intensifs? Quand on regarde dans la littérature, ça fait partie des choses qui doivent être clarifiées parmi les chercheurs. Qu'est-ce que la mobilisation? Qu'est-ce qu'on entend par le niveau minimal, disons, à atteindre pour qu'il y ait des bénéfices? Ce pas des choses qui ont été éclaircies. Par mobilisation, on entend mobilisation passive, mais on se rend aussi, dans le même terme, à monter des escaliers ou à jouer à des jeux vidéo sur la Wii, où est-ce qu'il y a quand même une grande demande comme activité physique. Si on veut aller vers qu'est-ce que la mobilisation efficace, on pourrait parler de s'asseoir au bord du lit, puis aller vers le fauteuil. Il semble que ce soit ce qui est le plus efficace jusqu'à maintenant. Puis il n'y a pas de bénéfices pour le moment qui ont été démontrés à en faire beaucoup plus que ça. Des séances plus longues, des intensités plus élevées. Ça ne semble pas créer plus de bénéfices que simplement s'asseoir au bord du lit, puis aller vers le fauteuil. Fait que là, on parle de mobilisation aux soins. Maintenant, on sait de quoi qu'on parle, mais est-ce que c'est sécuritaire de faire ça aux soins? Oui, c'est sécuritaire quand on met des balises à la mobilisation avec un protocole qui définit les activités qu'on veut faire, puis des critères de sécurité pour débuter ou qui nous indiquent qu'on doit cesser l'activité de mobilisation. Dans une méta-analyse de 2017, il est arrivé 0,6% d'incidents-accidents sur 22 351 séances. Ça en fait quelque chose de très sécuritaire. Puis, dans la mesure toujours où on a des critères préétablis, puis qu'on sait quelle activité on veut atteindre, quelle intensité on veut atteindre. Mais typiquement, ce serait chez quel patient qu'on pourrait faire la mobilisation? Si on regarde, par exemple, pour les contre-indications, ou qu'est-ce qui est la contre-indication absolue, on pourrait aller tout de suite vers l'hypertension intracrânienne. Si on part de ça comme étant la grosse contre-indication, après, c'est de mettre des balises qui répondent aux besoins de l'unité, aux besoins des types de patients de l'unité. Par exemple, dans une unité où ils traitent principalement des gens qui ont des problèmes respiratoires chroniques, il est possible qu'ils soient plus tolérants sur le taux d'oxygène que le patient peut recevoir avant de commencer. Si on est dans une unité où les patients ont eu des traumas, c'est possible qu'ils soient plus tolérants sur le type de plaie puis le type de fracture avec lesquelles ils vont les mobiliser. Donc, la réponse à cette question-là vient vraiment des besoins de notre unité puis de quel type de patient on veut bouger. Après, il existe des consensus d'experts puis on peut s'en inspirer pour faire un protocole qui répond aux besoins de notre unité. Fait que là, tu me parles de protocole. Fait que dans le fond, ça serait une des façons de faire pour appliquer ça. Mettons que je veux faire ça demain matin aux soins intensifs. Il faudrait mettre comme un protocole en place ou... L'idée, c'est d'avoir un objectif de mobilisation qui, à mon avis, qui doit demeurer simple. Par exemple, il y a des protocoles qui prennent jusqu'à 7 jours à être mis en place. Ils commencent par asseoir le patient au lit avec la chaise cardiaque. Ça progresse vers des activités passives, ensuite de ça, actives. Moi, ce que je crois, puis ce qui est de plus en plus, c'est la tendance de la littérature en ce moment, c'est de montrer qu'on devrait plutôt regarder ça comme étant une activité qu'on fait au lit, s'asseoir au bord du lit, ou hors du lit, essayer d'aller vers le fauteuil. Si on vise un protocole qui nous mène à s'asseoir au bord du lit versus aller au fauteuil, ensuite de ça, on établit nos critères à respecter pour pouvoir le faire. Puis il semble que oui, ça soit ce qui est le plus efficace pour mettre en place des mobilisations. D'avoir un protocole maison avec des objectifs simples, des critères clairs de sécurité.
Là, tu disais tantôt que dans le fond, tu as développé la physiothérapie, la mobilisation aux soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas de fauteuil. Effectivement, on peut parler de mettre en place. Par contre, ça vient avec un changement de culture. Il faut que ça vienne d'en haut. Il faut que l'administrateur accepte de payer pour avoir des nouveaux fauteuils, accepte d'embaucher un physiothérapeute, de mettre des heures aux soins intensifs. Il faut que les médecins prescrivent la mobilisation. Il faut que le nursing staff décide de faire des formations puis de mettre du leur, d'accepter d'avoir des rendez-vous. C'est quand même une augmentation de la charge de travail. Il faut vraiment que ça soit un ensemble de facteurs, changer la culture des unités. Ça, tu parles de travail d'équipe, c'est vraiment un concept auquel on croit, nous autres, dans le francophone. Puis, justement, on parlait de tournée multidisciplinaire là, dans l'épisode 2, là, juste pour envoyer les auditeurs à cet épisode-là, si vous voulez pousser un petit peu plus sur le concept. Mais là, tu me parlais qu'il y a eu des barrières un petit peu. C'est quoi les barrières possibles qu'on voit qu'on a retrouvées dans la littérature ou que tu as eu dans ta pratique, là, par exemple, pour amener ça, cette mobilisation-là, puis ce changement de culture-là? Bien, premièrement, je vais parler de la question, en fait, est-ce qu'on les mobilise? On sait qu'il y a des bénéfices potentiels. Parmi les bénéfices, là, on peut parler de diminution de la durée de séjour, augmentation de la proportion des gens qui sont envoyés vers la maison ou vers un centre de réadaptation par rapport à une maison d'hébergement. C'est des bénéfices qui commencent à être plus clairs. Il n'y a pas de bénéfices au niveau de la mortalité qui sont identifiés. Par contre, il y en a au niveau de la qualité de vie. Le constat, quand on regarde les sondages, c'est qu'on mobilise pas nécessairement nos patients de soins intensifs. C'est prescrit environ, en Amérique du Nord, c'est prescrit à 83% les mobilisations dans les unités. Par contre, il y a 45% des unités qui mobilisent leurs patients. Puis, il y a environ 60% des intervenants canadiens qui sont sondés qui mentionnent qu'ils ne seraient pas à l'aise de mobiliser, par exemple, un patient qui a un tube endotrachéal. Donc, il y a un gap entre la prescription puis la science, dans le fond, l'idée que ça peut être bénéfique, puis la mobilisation réelle qui est faite. Les barrières pour ça sont catégorisées dans les études en trois catégories. Les barrières qui sont intrinsèques au patient, ça peut être son niveau de sédation, la douleur qu'il ressent, des limites réelles aussi. Le patient, s'il ne répond pas aux critères, c'est pas nécessairement parce que quelque chose qui a mal été fait. C'est peut-être parce qu'il est trop précaire, qu'on ne devrait pas appliquer la mobilisation précoce. Ensuite de ça, les barrières qui sont issues des cliniciens. Les craintes, l'idée que le repos, ça signifie la guérison, l'incapacité à coordonner les activités, avoir 4 intervenants environ qui se libèrent pour dire oui, on va mobiliser le patient, puis si ça va pas bien, on va être là pour aider. Et il faut que ces gens-là se soient parlés puis soient capables de se coordonner. Le manque de formation ou le manque de révision des formations, ça fait aussi partie des choses qui sont intrinsèques aux cliniciens. Quand on parle ensuite de ça, des barrières, on peut parler des barrières institutionnelles. Est-ce que on a assez de staff dans l'unité pour faire ça? Est-ce que les lieux physiques le permettent? Est-ce qu'il y a assez de place pour passer, par exemple, avec un fauteuil roulant, une tige de soluté, un ventilateur, puis 4 personnes autour d'un patient? Des fois, la réponse, c'est non, tout simplement. Il faut trouver une autre solution pour mobiliser les patients. Est-ce qu'on a un protocole? Est-ce qu'on a dédié quelqu'un, que ce soit le physiothérapeute ou que ce soit une infirmière sur l'unité qui, ce jour-là, est responsable d'aider pour la mobilisation? C'est toutes des solutions qui sont unités dépendantes, mais qui doivent venir de l'institution ou de l'unité. Une autre barrière qui est importante, c'est au niveau des barrières institutionnelles les solutions qu'on peut amener à ça, c'est de soit monter une formation maison qu'on donne périodiquement, que ce soit aux infirmières, aux physiothérapeutes ou à l'ensemble de l'équipe, ou soit faire participer nos intervenants à des formations. Moi, quand j'ai commencé, je suis allé à Toronto pour faire les formations de soins intensifs. Pour le moment, il n'y en a pas qui sont montées au Québec. Là, à ma connaissance, il n'y a pas de formation là, précisément sur la mobilisation de soins intensifs. C'est quelque chose qui pourrait être fait là, à Maisonneuve-Rosemont ou dans un centre où ça fait partie de la culture de l'établissement. Par culture de l'établissement, il faut aussi qu'il y ait parfois du matériel d'acheter ou du personnel de dédié. Ça implique des coûts, ça vient vraiment du gestionnaire, puis
il faut tranquillement que les gestionnaires voient ces mobilisations-là comme faisant partie intégrante de l'unité pour que ça change. Fait que là, une fois qu'on a identifié les barrières, c'est quoi les solutions qui seraient possibles pour débuter la mobilisation? Donc, la première, ça serait d'établir des critères de sécurité qui répondent aux inquiétudes de l'unité ou au type de patients qui sont traités dans l'unité. Ces valeurs-là vont refléter l'expérience ou la non-expérience d'une unité envers la mobilisation. C'est-à-dire que les critères risquent d'être plus permissifs ou moins restrictifs dans des unités où ça fait longtemps qu'ils mobilisent les patients versus une unité qui commence. L'important, c'est que les critères soient représentatifs du niveau d'aisance puis des patients. Comme ça, ils vont être appliqués, puis les intervenants, les cliniciens, ils n'auront pas la barrière d'avoir une crainte exagérée par rapport à la mobilisation parce qu'ils vont se fier aux critères qui ont été établis dans l'unité. Les autres solutions, une des plus importantes, c'est d'essayer de bien gérer la sédation puis la douleur. C'est les deux autres grosses causes de non-mobilisation qui viennent du patient puis sur lesquelles on peut avoir un impact. On peut impliquer les familles qui soient là pendant les mobilisations, qui motivent le patient à participer, qui fassent des rappels aussi à l'équipe traitante sur l'importance pour eux de la mobilisation. Quand on leur a expliqué les bénéfices potentiels, ils sont souvent très, très enclins à nous le rappeler qu'on devrait le mobiliser. Créer un protocole avec des mobilisations simples en tête. Par exemple, comme je disais tantôt, s'asseoir au bord du lit ou aller au fauteuil. Ça, c'est deux types de mobilisation qui sont pas compliqués puis qui ne nécessitent pas de formation particulière pour accomplir. On peut le faire si on est physiothérapeute, on peut le faire si on est préposé bénéficiaire, on peut le faire si on est infirmière. L'inhalothérapeute peut collaborer. Jusqu'à la limite, le médecin pourrait aider dans ces mobilisations-là. Ça ne demande aucune formation particulière. On peut faire la rencontre d'équipe ou les tournées avec les professionnels en place. On peut décider que ce soit un 15 minutes le matin où on fait une tournée rapide avec l'assistante puis l'intervenant dédié, que ce soit le physiothérapeute ou une infirmière, ou ça peut être carrément pendant la tournée médicale. On peut décider d'avoir dans chaque tournée de patient un rappel sur objectif de mobilité ou comment le patient peut se mobiliser. Puis le fait de l'intégrer comme ça va faire en sorte qu'on crée une culture de mobilisation. Fait qu'il y a vraiment un besoin de formation francophone sur la mobilisation. Je pense qu'il y a un besoin. Moi, je me fais contacter à l'occasion par des centres ou des physiothérapeutes, même des infirmières qui m'appellent pour avoir soit une idée des critères qu'on utilise, soit des questions très pointues sur la mobilisation ou non d'un type de patient ou avec un type d'appareil médical en particulier. Puis, c'est certain que si on montait une formation, il y aurait une demande pour ça parce que régulièrement, j'ai des gens qui viennent avec moi puis qui passent l'avant-midi ou la journée pour qu'on leur montre c'est quoi, comment on fonctionne, comment on a commencé à mobiliser les patients. C'est une idée que je vais explorer, monter une formation. C'est vraiment très intéressant. Fait, pour les gens qui nous écoutent, ça serait quoi tes messages clés sur la mobilisation? Le premier, ça serait de dire qu'on a besoin d'établir des critères de sécurité qui font consensus dans notre unité. Le deuxième, ça serait la mobilisation minimale pour avoir des objectifs. Pour avoir des bénéfices, c'est de s'asseoir au bord du lit. Puis la mobilisation, je dirais, idéale, c'est d'aller s'asseoir au fauteuil. C'est simple, ça ne nécessite pas de protocole complexe ou de compétences exceptionnelles. On veut juste s'asseoir au bord du lit puis aller au fauteuil. Ensuite de ça, c'est de le créer, le protocole. C'est d'avoir le protocole en main pour qu'il y ait une feuille qui soit disponible puis que les gens puissent simplement cocher. Puis après ça, mobiliser le patient. Parfait. Ben merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant, Greg. C'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre semaine après semaine dans ce projet de fou. Si vous aimez, merci de partager avec vos amis et collègues qui sont aussi crinqués que vous autres en soins intensifs. Venez poursuivre la conversation avec nous sur Twitter et Facebook et les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Android, YouTube, Spotify et autres. D'ici le prochain épisode, portez-vous bien. Attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.